la liberté. Moi, je m'identifie en tant que... Je pense que ça revient vraiment à cette question. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Dans mon enfance à moi. Ça t'offre un autre regard. Hey toi, ça t'est déjà arrivé de juste regarder les gens autour de toi, dans la rue, à l'épicerie, au cinéma, d'observer ceux et celles qui t'entourent, en te demandant est-ce que tu les connais vraiment ? Au-delà d'une apparence, d'un comportement, d'un regard, t'es-tu demandé ce que ressentent ces gens, ce qu'ils vivent ? En quoi sont-ils différents ? En quoi, moi, suis-je différent ? Parce que chacun de nous a plusieurs facettes, ici, on s'interroge sur l'autre. On va toquer à sa porte et donner la voix à des expériences, à des ressentis, à ceux et celles qui ne sont pas toujours compris ou qui n'ont pas toujours l'opportunité de se raconter. Tu sais, parler de cette diversité, de ces diversités, qu'on rencontre tous les jours sans pourtant bien les comprendre. Bienvenue dans Autre Regard, un balado de la liberté. Je m'appelle Morgane Lemay. Aujourd'hui, dans ce dernier épisode de la première saison d'Autre Regard, nous allons parler de diversité corporelle. Si j'avais à changer quelque chose chez moi physiquement, j'ajouterais peut-être quelques centimètres à ma taille. Tu sais, je vois comment mon corps est, puis je me dis, mais ça vient de là. Donc, mon corps a quand même à voir avec la fierté d'être canadienne-française. Je pense pas que je changerais quelque chose, non, parce que je suis sûre que si je changerais quelque chose, il y aurait un autre problème qui surviendrait, puis ça finirait jamais. Donc non, ça fait partie de mon identité. Oui, il y a plusieurs choses que j'aimerais changer au sujet de mon corps. Comme plusieurs personnes, je trouve, c'est difficile de juste en nommer quelques-uns. Alors pour moi spécifiquement, il y a plusieurs choses que j'aimerais changer pour en nommer quelques-uns. J'ai un nez qui est un peu plus gros. Et c'est quelque chose que j'ai depuis que j'ai jeune et c'est quelque chose bien que j'aimerais changer. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon nez, j'ai eu des problèmes de dos, alors ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu changer au sujet de moi-même. La seule chose que je changerais peut-être, c'est que je serais peut-être un peu plus grand. Mais à part pour ça, je suis pas mal satisfait avec tout. Je pense que tout le monde a sa propre beauté et c'est vraiment bien de pouvoir valoriser cette diversité et ces différences-là. Ce que je pense de ceux qui aiment changer beaucoup de leur corps, c'est que, tu sais quoi, si ça te fait content, pourquoi pas? Si tu as de l'argent pour le faire, si tu as le temps pour le faire, et si ça te fait toi-même sentir bien, vas-y, fais-le. Ça ne change rien dans ma vie si tu te changes, et si ça te fait te sentir bien, moi je dis vas-y. Si eux autres sont contents, c'est ça qu'ils ont besoin de faire, qu'ils aillent le faire, mais personnellement, je pense pas que je ferais rien pour changer mon corps. J'ai comme un anglicisme, dans mon opinion, j'ai l'impression que tout le monde est dans le cookie-cutter mold. En fait, c'est un équilibre. Surtout avec les médias sociaux de nos jours, c'est facile de nous comparer aux autres. Et surtout ceux qui utilisent des applications où on peut changer certaines choses dans les photos, c'est facile de tomber dans ce piège de « c'est comme ça que je devrais avoir de l'air ». Donc, les personnes en surpoids, c'est comparé à quoi déjà? Le mot surpoids, OK, ça dépend comment c'est défini, OK? Par rapport à quoi? Par rapport à la grandeur, l'IMC? Peut-être que ça n'a pas nécessairement rapport avec le surpoids. Et surtout, c'est l'intention, tant que moi, du commentaire. Si quelqu'un veut être méchant, si quelqu'un veut décourager d'autres mondes sur leur corps, je trouve que c'est quelque chose de juste honteuse à faire. Quand on essaie de modifier son corps pour représenter une idée sociale de la beauté, je pense qu'on met l'emphase sur la mauvaise chose. Personnellement, dans mon expérience, j'ai rencontré une grande variété de gens dans ma vie. Donc, je juge jamais. C'est pas ma place à faire un commentaire ou de juger leur vie ou leurs circonstances. J'ai certainement entendu des commentaires négatifs et dit au sujet de la physique d'autres personnes. Et j'ai beaucoup reçu de commentaires négatifs moi-même. Mais ça dépend de ce que nous, on regarde aussi. Ça dépend des modèles qu'on a eus comme dans notre vie, puis... Si on a toujours regardé les modèles les plus minces, sinon, moi, pas nécessairement. Donc, on dirait que je le vois même plus.
s'il y a une diversité ou non, parce que je regarde comme l'humain, pas plus que l'enveloppe corporelle. Je crois qu'on devrait jamais commenter sur l'apparence physique de d'autres, sauf si c'est quelque chose de positif pour monter l'estime de soi d'autres personnes. Dans les médias, je trouve de plus en plus de nos jours, il y a de la diversité de différents corps qui se trouvent, mais il pourrait encore en avoir plus, tant qu'à moi. C'est bien de voir des mouvements où ce qu'on encourage plus de corps dans les médias, mais tant qu'à moi, il n'y en a pas encore assez. Je pense que la diversité est beaucoup mieux représentée dans les médias et tout ça maintenant que ce l'était quand j'étais enfant, par exemple. On voit déjà beaucoup de différentes personnes qui ont des différents corps. Le monde nous déteste. Il nous déteste avec une passion étonnante et plus forte que la logique, le bon sens ou l'humanité. Il nous méprise. Ça inclut nos parents, nos amoureux, nos profs, nos médecins, nos amis. On existe tous les jours entourés de gens qui, à différents degrés, mais sans aucune exception, ont appris qu'être gros, c'était mal et qu'il ne fallait pas l'être. Que notre poids disait quelque chose sur nous, quelque chose de mauvais. Que les gros corps étaient moins désirables et moins acceptables que les corps minces. Qu'ils étaient la conséquence directe de nos mauvais choix et de nos faiblesses de caractère. Vous aurez peut-être envie de me dire qu'on peut juger négativement un corps sans juger la personne qui est dedans. Mais j'ose espérer que vous réaliserez de vous-même que ça n'a pas d'hostie de bon sens. On n'est pas séparé de son corps. On ne peut pas à la fois aimer quelqu'un et haïr son corps. Sans quoi, on l'aime mal. Vous venez d'entendre un extrait de Corps rebelle, un essai écrit par la journaliste et autrice québécoise Gabrielle Lisa-Collard, que vous allez d'ailleurs entendre dans cet épisode. Corps rebelle. 2 mots simples qui veulent pourtant tellement dire. Comment un corps serait-il rebelle? Parce qu'il défie toutes les normes? Parce qu'il défie toutes les attentes à son égard? Mais qu'est-ce que l'on devrait attendre d'un corps, au juste? Pour comprendre la diversité corporelle qui nous entoure et ses enjeux, nous avons rencontré Andréane Dufour-Bouchard, nutritionniste et chef de projet pour l'organisme québécois Équilibre, qui œuvre pour une image corporelle positive. Elle nous parle de ce que diversité corporelle lui évoque, mais aussi d'insatisfaction corporelle. En fait, la diversité corporelle, Équilibre a même développé une définition de la diversité corporelle. Et pour nous, ça réfère à l'existence naturelle d'un vaste éventail de silhouettes au sein de la population. Donc, ça évoque quelque chose de très naturel, quelque chose qui va de soi dans la nature. La diversité, c'est bien accepté, mais malheureusement, on dirait que c'est pas encore acquis dans la société de nos jours. Actuellement, là, il manque quand même encore de diversité corporelle et c'est pas assez représenté. On vit dans une société où la norme sociale de minceur est très forte. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont renforcer cette norme sociale de minceur-là, qui vont la composer finalement et qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir être minces ou correspondre à cette espèce d'idéal, je mets des guillemets sur le mot idéal, là, de beauté. On a fait un sondage justement aussi pour documenter l'impact de la pandémie, entre autres, sur l'image corporelle, l'alimentation, l'activité physique, et on voit que c'est vraiment un phénomène, l'insatisfaction corporelle, qui touche tout le monde, tous les âges, tous les sexes, tous les poids. Et ce qu'on a vu dans le sondage qu'on a mené avec une firme là, de sondage qui s'appelle Léger auprès de 1817 Québécois âgés de 14 ans et plus, cet été, là, au mois d'août, on a vu que 2 personnes sur 3 souhaitent maigrir, peu importe leur poids. Donc ça, c'est vraiment beaucoup. Et c'est pas toutes des personnes qui ont un surplus de poids qui pourraient se dire « Ah, je pense que ça va m'aider pour ma santé », même si je suis pas tout à fait d'accord avec cet élément-là non plus. Là, le poids, c'est vraiment pas le seul déterminant de la santé. Je pourrais vous en parler tantôt. Mais il y a aussi des personnes qui sont très minces, qui souhaitent quand même maigrir. Et ça, c'est inquiétant aussi parce que c'est des gens qui n'ont pas nécessairement de problème de santé associé au poids. Encore une fois, le poids n'est pas le seul déterminant de la santé non plus. Mais c'est des gens qui risquent de développer une relation difficile avec le corps, la nourriture, l'activité physique dans l'optique de contrôler leur poids, alors qu'il n'y en a pas de problème et qu'ils ne devraient même pas s'en soucier, qu'ils devraient juste vivre leur vie sans avoir cette préoccupation-là en plus. Et on voit que c'est quelque chose aussi qui affecte beaucoup la santé mentale parce que
qu'il y a 45% des répondants qui affirmaient que leur poids les rendait malheureux, même 37% qui affirmaient que le contrôle du poids les obsédait, voire dominait leur vie. Donc, on n'est plus juste à se dire « Oh, je me sens un petit peu coupable parce que j'ai trop mangé à un souper de temps en temps. » Là, on est vraiment dans « Je me lève le matin, je me pèse, je pense à ça va être quoi ma journée en fonction de mon poids, je change mes comportements en fonction de ça, ma valeur va être influencée par le chiffre sur la balance. » Donc, c'est vraiment quelque chose qui démontre une grande souffrance et qui affecte vraiment tout le monde. Donc, il faut vraiment essayer d'intervenir pour aider ces gens-là, mais aussi essayer d'intervenir pour faire changer les valeurs comme société pour que la société, finalement, devienne plus inclusive et valorise davantage des corps qui sont pas tous minces et uniques. La société délivre de nombreux messages sur nos corps. Des messages qui pointent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien à propos de nos corps. Et, malheureusement, souvent, on finit par les internaliser. Gabrielle Lisa Collard, militante anti-grossophobie, nous le confirme en nous parlant de son enfance. Pour moi, je me souviens pas d'un moment où j'ai eu la conscience de mon corps sans avoir la conscience que mon corps était considéré comme incorrect ou inquiétant ou à surveiller ou épeurant ou problématique, tu sais. Comme j'ai pas... Mais ça, je pense que c'est pas nécessairement unique à moi, là. Je pense on n'est pas particulièrement obsédé avec son apparence physique. On pense pas tant à ça. On fait juste être dedans puis courir partout. Puis éventuellement, on se fait, par l'extérieur, par les gens qui nous entourent, mettre des qualificatifs dessus qui nous définissent, dont on devient self-conscious puis qui vont généralement se cristalliser puis faire partie de la personnalité qu'on va traîner pour toujours, malheureusement. Surtout si c'est des commentaires qui sont négatifs, tu sais, mais même, tu sais, il y a vraiment aussi un problème, là, je m'éloigne un peu, mais tu vois ce que je veux dire, tu sais, où est-ce que on réflexe de toujours dire aux petites filles qu'elles sont belles, puis après ça, on se demande pourquoi elles sont obsédées avec leur apparence, pourquoi elles ont l'impression que leur beauté est genre la chose la plus importante à leur sujet, tu sais, alors qu'on leur dit qu'elles sont belles 300 fois par jour depuis qu'elles ont 2 ans, comme si c'était le compliment ultime, tu sais. Pour moi, j'avais pas conscience d'avoir un corps vraiment jusqu'à temps que on m'apprenne que mon corps était hors norme, puis mon corps suscitait de l'inquiétude ou tout de suite j'ai toujours eu l'impression, en fait, ce qu'on m'a appris, c'est que mon corps était quelque chose qu'il fallait contrôler puis se méfier de, puis qui était rebelle, sans vouloir citer mon propre titre de livre, mais c'est ça quand même, comme on m'a donné l'impression que mon corps était hors de contrôle puis qu'il fallait le contrôler puis qu'il fallait en avoir peur très tôt, tu sais. Fait que ça, je pense que c'est une des choses qui a le plus influencé mon rapport à mon corps après, tu sais, où est-ce que c'était toujours teinté de méfiance, puis on contrôlait mon alimentation, puis les gens étaient inquiets, puis c'était pour mon bien, entre guillemets, puis il y avait peur, mais en fait, tu sais, j'étais à peine rondelette, là, c'était vraiment pas... c'était pas une urgence médicale du tout, mais tu sais, aussi, je suis née dans début des années 80, là, fait que c'est une autre époque, là, puis encore maintenant, les pédiatres sont salement grossophobes, là, fait que c'est encore un problème, mais je pense que mon rapport à mon corps, personnellement, s'est développé à travers les commentaires qu'on m'a passés dessus, puis qui ont toujours été de l'ordre de ton corps, il est pas comme il est censé être, il faut le changer, il faut le contrôler, puis il faut s'en méfier, tu sais. Il est trop. Tous ces messages, que l'on reçoit presque à tous les jours, renforce donc notre insatisfaction corporelle. Si fortement que certaines ou certains sont prêts à tout dans l'espoir de changer leur corps. Mais est-ce véritablement possible? On a posé la question à Moss Norman, professeur associé à la faculté de kinésiologie à l'Université de Colombie-Britannique, puis à Andréane Dufour-Bouchard. Of course we can change our bodies. I mean, diet and exercise works, cosmetic surgery works. Bien sûr que nous pouvons changer nos corps. Les régimes et l'exercice physique fonctionnent. D'une certaine manière, la chirurgie esthétique fonctionne. Beaucoup de ces produits qui sont vendus pour nous changer fonctionnent. Mais ils ne sont pas éternellement efficaces. Il y a des preuves qui suggèrent, en particulier en ce qui concerne la taille et la forme du corps, que ce changement de style de vie est incroyablement difficile. Donc, vous pouvez perdre du poids, mais la partie la plus difficile est de maintenir la perte de poids. Et il y a beaucoup de preuves que certains corps ne sont tout simplement pas faits pour perdre du poids pour toujours. Et pour ce qui est de votre question sur les dangers qui y sont associés, bien sûr qu'il y a des dangers. Il y a des dangers pour la santé mentale de toujours avoir l'impression de ne pas être assez bien,
de toujours devoir travailler pour atteindre un autre stade. Et puis, il y a aussi des dangers comme les médicaments et certaines sortes de produits pharmaceutiques qui peuvent nous aider à perdre du poids ou à développer nos muscles ou à atteindre un stade physique particulier. Nous savons également qu'il existe des maladies telles que la dépendance à l'exercice ou les troubles alimentaires qui sont associés à certaines de ces angoisses liées au corps, au fait de ne pas être assez bon. Alors bien sûr, il y a des dangers, c'est certain. So yeah, of course there are dangers for sure. Ça, cette notion-là de quand on veut, on peut, là, pour contrôler notre poids, c'est quelque chose, encore une fois, qui est ancré en nous depuis des années et qui est aussi beaucoup influencé, effectivement, par la culture des diètes. Parce que la culture des diètes, c'est l'industrie de l'amaigrissement qui veut nous vendre des produits qui nous fait croire que justement, on a juste à faire un effort cette fois-ci ou qui nous fait miroiter que ça va être facile. Mais c'est la seule industrie qui vend un produit qui est inefficace à long terme, mais dont les gens continuent d'acheter le produit et les gens ne remettent jamais en question la méthode, mais ils vont toujours remettre en question leur volonté ou la façon dont ils ont suivi cette diète-là. Et ça, je pense que c'est ce qui est le plus insultant, en fait, je pense pour nous, les professionnels de la santé ou les organisations qui essaient de faire la promotion de la valorisation du corps, du bien-être, c'est que dans le fond, les gens vont s'attribuer le blâme parce qu'on s'est trop fait dire qu'on avait le plein contrôle sur notre poids. Et ça, il y a encore beaucoup de travail d'éducation à faire, autant dans la population qu'au sein du corps médical. La science a beaucoup évolué aussi à ce niveau-là. Mais dans le fond, les déterminants du poids, il y en a plusieurs, mais la majorité des éléments qui influencent notre poids sont hors de notre contrôle. Quand on pense au sexe, à l'âge, à la culture, à la prise de certains médicaments, mais aussi à la génétique. La génétique va déterminer à peu près 70% de notre poids. Donc, on peut pas complètement se transformer. On a peut-être un certain contrôle sur le 30% qui reste, mais reste que ça va pas changer complètement notre physionomie. Ça veut pas dire qu'on peut pas essayer ou vouloir maigrir, parce qu'il y en a quand même qui vont réussir, qui ont un potentiel de perte de poids, qui ont un grand potentiel d'amélioration de certaines habitudes de vie, qui étaient très sédentaires ou qui mangeaient vraiment mal, qui n'avaient pas de connaissances en nutrition, qui ont envie, qui ont de la place dans leur vie pour prendre le temps de faire certains changements. Ça veut pas dire que c'est voué à l'échec pour tout le monde, mais les études montrent quand même que dans la grande majorité des cas, à long terme, le poids qui va avoir été perdu va être repris et même plus. Donc, si on sait qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur notre poids et qu'aussi les diètes fonctionnent pas, ben qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Tu sais, pourquoi on s'acharne à vouloir faire maigrir à tout prix tout le monde? Et même aussi à vouloir faire maigrir à tout prix les personnes grosses, parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, OK, c'est correct, les personnes minces n'ont pas besoin de maigrir, mais les personnes grosses doivent continuer de vouloir maigrir parce que c'est leur santé qui est en jeu. » Mais non, tu sais, la stigmatisation, encore ici, ça aide personne ni à maigrir, ni à changer ses habitudes de vie. Et c'est pas en disant aux personnes grosses, encore là, gros guillemets, mais de se prendre en main ou en les ostracisant que ça va les aider à être en meilleure santé. Ces préoccupations quant à notre corps et ce à quoi il ressemble, peu importe d'où elles viennent, elles ont des conséquences. Andréane Dufour-Bouchard, puis Gabrielle Lisa-Collard nous en disent un peu plus. Alors, l'insatisfaction corporelle, peu importe le poids, ça c'est bien important de le souligner, ça a des impacts négatifs sur la santé et aussi sur la santé mentale, effectivement. Donc, ça peut être associé à de l'anxiété, de la dépression, même des pensées ou des idées suicidaires, le décrochage scolaire, une faible estime de soi, le développement de troubles alimentaires. Donc, l'isolement, c'est vraiment très important de pas sous-estimer l'impact psychologique de l'insatisfaction corporelle, parce que quand on pense à la santé, on pense souvent à la santé physique, mais la santé mentale, c'est un élément très important à ne pas négliger. Et dans le fond, tu sais, quand on pense à l'insatisfaction corporelle, ben ça peut faire en sorte qu'on va devenir obsédé par ce qu'on va manger, qu'on va éviter des soupers entre amis parce qu'on a peur de déroger de sa diète, qu'on va éviter d'aller à la piscine parce qu'on a peur d'être jugé par rapport à son apparence. On va se détester quand on va monter sur la balance parce que le chiffre va stagner. Donc, on n'est ni en bonne santé physique, ni en bonne santé mentale, ni en bonne santé sociale. Donc, c'est faux de penser que le fait de pas s'aimer, ça va nous aider à se prendre en main, avec des gros guillemets ici. C'est mieux d'essayer d'axer plus sur notre valeur comme personne, la bienveillance, la santé globale pour essayer d'inciter les gens là à améliorer leurs habitudes de vie ou juste leur santé en général. C'est certain que ça a des conséquences négatives sur l'estime de soi. Tu sais, pour moi, ce que ça a fait, c'est que pour une bonne partie de ma jeunesse puis de mon jeune âge adulte, j'avais pas l'impression que je méritais d'être aimée, que je méritais d'avoir des amis, que je méritais d'avoir une vie sexuelle qui était agréable pour moi aussi. Fait que
je me contentais des gens qui voulaient me parler, je me contentais des personnes qui voulaient me donner de l'attention, qui étaient attirées par moi. Tu sais, je me suis laissée choisir vraiment longtemps avant de réaliser que moi aussi, je pouvais choisir quelqu'un, puis que moi aussi, c'était important, mes besoins là-dedans. Parce que, en gros, ce que ça renforce, c'est que on mérite moins, puis qu'on vaut moins, donc on mérite moins, donc on doit s'attendre à moins, puis on doit constamment compenser pour son apparence dans ses relations avec les autres. Généralement en se manquant de respect ou en se faisant violence ou en se rapetissant. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on peut pas... C'est pas... dire à quelqu'un, tu sais, surtout à répétition, sachant qu'il va l'entendre de toutes les parts, là, puis qu'il y a pas vraiment de contrôle là-dessus aussi, là. Ça, je pense que c'est vraiment important de toujours le rappeler, là, que le poids corporel, on contrôle pas vraiment ça. Fait que répéter à quelqu'un que son apparence est inadéquate ou qu'elle est dangereuse ou qu'il est malsain ou peu importe, c'est pas comme dire genre je te préfère avec une autre paire de lunettes là. C'est beaucoup plus fondamental que ça. Puis c'est surtout que le poids corporel ça se voit là tout de suite. T'sais. Fait que tu peux pas échapper à ça. Puis quand tu comprends c'est quoi le regard que les autres posent sur toi, tu peux pas y échapper jamais. Peu importe tu sors en public, tu le sais que les gens voient ça. Ça va, éventuellement ça peut restreindre le genre donc les activités que tu vas faire, mettons, ou les endroits où tu vas aller ou comme. Je pense que ça va beaucoup plus profondément que d'autres genres de commentaires qu'on peut passer sur l'apparence. Ça va vraiment comme au cœur de quitter, puis ça te donne ça t'envoie le message que comme être humain entièrement, tu vaux moins, parce que non seulement visuellement, t'es inadéquat, mais à cause que t'as l'apparence que t'as, on assume que t'es aussi inadéquat comme personne, que tu fais des mauvais choix, que t'as des défauts, tous les défauts dont on parlait tantôt, comme... C'est plus qu'un truc esthétique d'emmerder quelqu'un avec sa grosseur. C'est un truc moral, en fait. C'est un truc qui est dénigrant pour l'individu et non pas juste pour son apparence. Dans son essai Corps rebelle, Gabrielle Lisa Collard parle de ce jugement moral que l'on peut faire des gens en observant leur corps. Elle écrit « On est si obnubilé par la beauté qu'on n'est même plus capable de faire la différence entre une belle personne et une bonne personne. » Moss Norman, dans le cadre de ses recherches, a pu également observer ce triste raccourci. Je pense que c'est une préoccupation très présente, en partie à cause de la société de consommation dans laquelle nous vivons. L'une des façons dont la culture de la consommation fonctionne est d'identifier vos défauts et ensuite de vous promettre une solution à ces défauts. La société de consommation pointe du doigt toutes sortes de défauts liés à l'apparence du corps. Et ensuite, elle nous dit « Oh, nous pouvons les réparer grâce à ce régime particulier ou à cette lotion particulière ou à cette crème particulière. » Peu importe, elle vous le vend. Ce qui crée beaucoup d'anxiété chez les individus parce qu'il y a cette idée que vous n'êtes pas assez bien comme vous êtes, que vous devez être à un autre point, et bien sûr, il n'y a pas d'autre point. Il n'y a pas de lieu d'arrivée. Le consumérisme ne va pas s'arrêter juste parce que vous perdez du poids ou que vous vous bronzez ou quoi que ce soit d'autre. On va vous vendre un autre produit ou identifier un autre défaut de votre corps. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Je pense aussi que les aspects de santé entrent en ligne de compte. Nous vivons dans un contexte où non seulement vous pouvez changer votre corps, mais vous devriez le faire. Parce que les messages liés à la santé disent de plus en plus que c'est ce que font les citoyens responsables. Ils prennent le contrôle de leur taille et de la forme de leur corps, et ce n'est pas seulement une bonne chose pour vous, mais aussi pour la société, car cela réduit le coût des soins de santé, etc. Il y a donc une véritable éthique sous-jacente à nos messages de santé, selon laquelle les individus sont responsables de leur santé, et s'ils ne prennent pas le contrôle de leur corps, de leur forme et de leur taille, alors ils sont des citoyens irresponsables, ils ne sont pas de bons citoyens. Peu importe le poids qu'on a, la société nous dit qu'on devrait vouloir peser moins, ou dans à peu près tous les cas. Que ce soit 2 kilos ou 300, là, c'est comme, genre, c'est jamais correct. T'sais. Fait que c'est presque écrit dans notre ADN maintenant, genre, de vouloir maigrir tout le temps, ou de faire une obsession sur le fait. T'sais, on voit vraiment comme un symbole de réussite ultime de garder le poids qu'on avait en secondaire 5 jusqu'à la fin de sa vie. T'sais. Pourquoi? Comme déjà, c'est contre nature, ça n'a pas de sens, le poids n'a pas de valeur morale, mais on en a mis une, tu sais. Fait que
je pense que personne n'est à l'abri de la grossophobie, mais évidemment, la grossophobie, c'est aussi un système d'oppression qui démesurément, affecte démesurément les personnes qui vivent dans un gros corps. Parce que se trouver gros, c'est un truc qui est par rapport à soi-même, mais être gros, c'est un truc qui est entre soi-même et le reste du monde entier qui nous, pour ainsi dire, déteste et nous juge. Fait que c'est sûr que l'importance de ces deux... la grossophobie n'est pas vécue de la même manière par tout le monde, mais moi, je pense qu'elle est définitivement vécue par tout le monde. Je parlais des préjugés, donc c'est sûr que je pense que c'est un élément très important aussi qui contribue très fortement à cette pression-là d'être mince. On parle de plus en plus depuis les dernières années de grossophobie, donc tous ces préjugés-là, ça va inciter beaucoup les gens à vouloir essayer de rester mince ou de maigrir pour justement ne pas subir cette discrimination, ces préjugés-là. La grossophobie, l'Association pour la santé publique du Québec et la Coalition Poids ont fait un beau document là, qui résume plusieurs éléments de définition de la grossophobie, mais je vous en parle quand même un peu. Il y a plusieurs types de grossophobie. Il y a la grossophobie qui est interpersonnelle. Ça, c'est vraiment quand les personnes grosses sont stigmatisées, dénigrées en raison de leur poids. C'est très bien documenté dans la littérature scientifique que les personnes grosses sont discriminées plus souvent au niveau de leur emploi, dans la société en général, au niveau des soins de santé, dans plusieurs domaines. Donc, c'est quelque chose qui est très présent. Il y a aussi la grossophobie intrapersonnelle. Donc ça, c'est quand on internalise les préjugés. On les entend tellement, c'est tellement ancré en nous, dans la société depuis longtemps, qu'on dirait qu'on pense même pas à les remettre en question. Et ça touche les gens vraiment de tous les poids. Et ça peut justement amener à avoir tellement peur de prendre du poids ou même à penser qu'on mérite d'être discriminé à cause de notre poids. Donc ça aussi, c'est très insidieux, c'est très pernicieux, mais ça fait partie de la grossophobie. Il y a aussi la grossophobie institutionnelle. Donc ça, c'est un peu la façon dont la société va traiter les personnes grosses. Donc, ça peut être autant, tu sais, on a de la difficulté à trouver des vêtements à sa taille quand on est une personne grosse. Ça peut être difficile de trouver des sièges qui vont être adaptés à une banquette de restaurant, un siège d'avion, peu importe, à sa grosseur. Il y a même des équipements médicaux qui sont pas adaptés à tous les poids. Tu sais, on parle, j'ai déjà entendu une personne grosse parler du brassard pour prendre la tension artérielle qui était trop petit, de la difficulté pour l'infirmière d'aller le trouver. Donc, tout ça, ça fait en sorte aussi que les personnes grosses se sentent discriminées et ça contribue aussi là, à la grossophobie qui est dans la société. Évidemment, la représentation aussi dans les médias, dans l'entourage plus socioculturel qui représente souvent négativement les personnes grosses. Donc, la grossophobie, ça aide personne. Ça aide ni les personnes grosses à aller mieux dans leur santé et ça contribue même aussi à préoccuper les personnes minces de leur poids et faire en sorte que peut-être qu'ils vont adopter des comportements finalement qui vont être malsains pour leur santé dans le but d'essayer de contrôler leur poids. Donc, je pense que anciennement, on pouvait peut-être penser que si les gens se sentaient mal dans leur peau, si on parlait plus de l'impact négatif de l'excès de poids, que ça allait amener peut-être des changements positifs au niveau des habitudes de vie ou de la société, mais on se rend compte maintenant de plus en plus avec la science qui évolue que c'est tout le contraire. En fait, la stigmatisation, ça nuit à la santé et peut-être même au-delà du poids lui-même. Donc, il faut être très conscient de ça et essayer de faire attention beaucoup à ça, à tous les niveaux, là, autant individuel que social. Puis il y a aussi, tu sais, c'est pas juste une lutte qui est personnelle. Tu sais, souvent, on va réduire ça. Souvent, quand on parle de body positivity, on va réduire ça à genre, c'est ton estime de toi, là, aime-toi, puis ça va être correct. Ça va pas être correct. Tu sais, moi, je m'aime, mais je reçois quand même des soins de moins bonne qualité si je vais chez le médecin. Je suis quand même discriminée à l'emploi. Je fais moins d'argent qu'une personne mince pour qualification égale. Genre, comme la grossophobie est un problème qui est systémique puis qui est sociétal. T'sais. Fait que c'est pas juste, je pense pas qu'on peut se mettre sur nos épaules seulement la responsabilité de s'affranchir d'un système qui est là puis qui est extérieur à nous. T'sais. Nous avons rencontré Sarah, qui vit à Winnipeg depuis 2019. Elle a fait beaucoup de choses dans les domaines de la communication et du communautaire. Elle a accepté de nous parler aujourd'hui de ce qu'elle appelle sa différence et aussi sa force. Ok, alors moi, ma différence, c'est que je suis en surpoids depuis toute petite. Et puis ce surpoids, en fait, d'année en année, il n'a pas cessé de... En fait, ça fait qu'augmenter, mais bon, c'est ce qui fait encore plus mon charme. Donc, oui, je suis en surpoids. Et puis ça, c'est une différence qui était présente déjà très petite à l'école. Et puis après... durant mon adolescence. Peut-être c'est la période où vraiment je l'ai mal vécu, entre guillemets, le plus. Mais après ça, c'était comme... je me sens vraiment comme un poisson dans l'eau par rapport à ma différence. Et puis même
Je dirais même que moi, je l'affiche. Et j'ai même un petit côté provocateur par rapport à ça. C'est-à-dire que les esprits qui sont vraiment fermés et qui sont orientés juste... qui ne sont pas orientés diversité, en tout cas corporelle, moi, j'aime bien les provoquer. J'adore ça. Bien que Sarah soit bien dans sa peau, il y a des facteurs extérieurs qui l'empêchent de faire certaines choses comme tout le monde. On parlait tantôt de grossophobie institutionnelle. Sarah nous donne des exemples du quotidien quand on vit dans une société qui n'est pas adaptée à tous les types de corps. Pendant mon adolescence, ce qui était le plus dur, c'est déjà me vêtir. C'était vraiment dur. À 15-16 ans, tu as juste envie de porter des trucs de jeune, surtout quand tu as quand même un style particulier. Et puis, tu vas faire ton shopping et tu te retrouves avec des trucs de mémère, des choses vieillots, tu vois. Donc ça, c'était vraiment, vraiment dur. Donc ça aussi, ça peut être frustrant pour des gens que de ne pas pouvoir mettre ce qu'ils aiment. Donc que de s'habiller en fonction de ce qu'il y a, non pas en fonction de ce que tu aimes. Ça, je l'ai vécu à mon adolescence et c'est quelque chose que j'ai vraiment très, très mal vécu. Quand tu voyages, moi, je paye ma place dans l'avion, mais je suis désolée, les sièges, ils sont juste rikiki. Et puis, tu es juste collé à tes voisins, tu veux pas les déranger parce que tu veux pas que ça déborde. Mais en même temps, t'as pas trop le choix, tu vois ce que je veux dire? Ça, par contre, je trouve ça vraiment frustrant parce que ce soit une personne en surpoids ou peut-être une personne qui est très grande, je sais pas si les personnes de grande taille subissent la même chose ou ont les mêmes problèmes, mais j'aurais aimé, par exemple, que dans les avions, qu'on ait des sièges un peu plus, un peu plus larges. Et puis, la personne peut voyager tranquillement et à l'aise. Ça, c'est quelque chose que, je ferai dans le futur quand j'aurai plus de temps, parce que là, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Tu sais, peut-être qu'il y a une démarche à suivre pour pouvoir comme faire prendre conscience aux compagnies et tout. Je pourrais même payer un petit plus, tu sais. Un petit plus. Moi, ça ne me gênerait pas. Et peut-être que tu trouveras des gens qui ne vont pas aimer cette idée, justement pour ne pas se sentir discriminés. Mais moi, ça ne me dérangerait pas pour mon bien-être et puis le bien-être de mes voisins. Mais oui, ça, c'est quelque chose qui me gêne un petit peu. Dans l'avion, il y a des extensions, c'est-à-dire que par rapport à ça, il n'y a pas de souci. Mais je me rappelle que moi, à une période où j'étais vraiment plus jeune, j'avais honte de demander cette ceinture-là. Pour moi, c'était la ceinture de la honte. Et ça me stressait tellement avant de monter au bord de l'avion. C'était le moment le plus stressant pour moi que de demander une... Parce que pour moi, c'était vraiment une sacrée différence. Et puis, ça dépendait aussi des hôtesses, à quel point elles étaient discrètes et tout. Mais ça, vraiment, quand j'étais jeune. Là, maintenant, dès que je monte, est-ce que je peux avoir une ceinture? On me la ramène, il n'y a aucun souci. Et puis, peut-être qu'il y a des gens qui n'osent pas demander. Et moi, par exemple, au travail, si on me donne une chaise qui ne me convient pas, je le dis, on me change. Lors de mon dernier travail, c'est ce qui s'est passé. On m'a ramené une chaise super confortable, j'étais contente. Tout le monde était content. Mon employeur était content parce que moi, je faisais mon travail. Et puis moi, j'étais contente, j'avais ma petite chaise. Quand je vais, par exemple, dans un resto et que je vois qu'il y a des chaises qui ne sont pas confortables, je demande. Je n'ai pas honte. Je demande, je dis, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une autre chaise? On me ramène une autre chaise parce que je peux m'asseoir sur cette chaise, mais je ne pourrais pas être à l'aise pendant 2 heures si c'est vraiment pas confortable. Donc, ce sont des petites choses comme ça du quotidien qui peuvent être handicapantes, ces choses. Attention, si vraiment on les vulgarise pas, on ne les banalise pas, parce que pour moi, c'est pas, it's not a big deal. Quand je rentre quelque part et que je trouve que la chaise, elle ne me convient pas, je le dis. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à le faire. Il faut juste parler. Dans le cadre de son doctorat, Moss Norman a étudié la relation entre les discours sur la santé et l'image corporelle, en particulier auprès des garçons et des hommes. Au début des années 2000, il avait remarqué que les messages et les préoccupations autour de l'image corporelle, de la beauté, mais aussi de la santé, étaient liés et étaient de plus en plus forts. Avec ceci, une préoccupation du poids et une peur générale de l'obésité prenaient place dans les conversations, surtout chez les jeunes.
J'étais très intéressé par la façon dont les garçons et les jeunes hommes intégraient ces messages et comprenaient leurs propres pratiques en matière de santé, de forme physique ou leurs pratiques alimentaires par rapport à ces messages. Ce que j'ai fait avec ces garçons et ces jeunes hommes, c'est que j'ai organisé de nombreux groupes de discussion, en petits groupes, puis des entretiens individuels avec eux, où nous avons abordé certains des thèmes relatifs à la santé et à la forme physique, mais aussi les messages sur ce qu'est un corps normal et ce qu'est un corps attirant. Quand j'ai travaillé avec des jeunes hommes, des garçons de 13 à 15 ans, j'ai remarqué cette sorte de culte de la performance. Par exemple, quand nous avions des discussions en petits groupes, ils ne révélaient pas leur angoisse. Ils prenaient une sorte d'attitude cool quand ils parlaient du corps. Mais quand j'interviewais les mêmes hommes en tête-à-tête, ils révélaient une tonne d'angoisse. Pour ce groupe en particulier, il s'agissait de la taille, de la musculature, de l'acné. Ils faisaient constamment des observations sur leur corps, par exemple sur la taille de leurs pieds. Ce genre de choses a donc révélé beaucoup d'anxiété chez eux. Cela dit, lorsque je les rencontrais en petits groupes de discussion, ils se montraient très prudents quant à la révélation de ces anxiétés. Donc, d'une certaine manière, les hommes et les jeunes hommes, ou du moins les jeunes hommes de mon étude, souffrent en silence. Ils sont en quelque sorte dans le secret parce que ce n'est pas vraiment, j'imagine, cool d'exprimer ces anxiétés en présence des autres, en présence de leur père. Cette réticence vient-elle de l'idée que ces dites préoccupations, autour du corps, autour de la beauté et de l'apparence, seraient dans l'imaginaire collectif des préoccupations plutôt féminines? Dans le cadre de nos recherches de témoignages pour cet épisode, même pour le Vox Pop que vous avez entendu, on a eu de la difficulté à trouver des témoignages masculins, tandis que la plupart des femmes à qui nous avons parlé n'avaient pas de problème à parler de ces thématiques. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? We should also say that men and boys is a really big category too, right? There's a lot of diversity in that category, and so sometimes when we think... Nous devrions également préciser que les hommes et les garçons sont une catégorie très vaste. Il y a beaucoup de diversité dans cette catégorie et parfois, lorsque nous pensons à la question des hommes par rapport aux femmes, cela constitue en soi une hypothèse problématique, car il y a beaucoup de diversité dans la catégorie des femmes et il y a beaucoup de diversité dans la catégorie des garçons et des hommes. En ce qui concerne l'idée que les hommes ne parlent pas de ces sujets, je pense en fait qu'ils en parlent, mais peut-être pas nécessairement dans les mêmes discours que les filles et les femmes. Mais je pense que les hommes parlent de leurs propres projets corporels, que ce soit par exemple en travaillant sur leur corps ou en termes de régimes divers auxquels ils soumettent leur corps. Ils parlent aussi de leur angoisse par rapport à leur corps, mais juste d'une manière différente. J'ai observé que les garçons et les hommes étaient très réservés sur la façon dont ils parlaient de leurs projets corporels et de leurs angoisses. Ils disaient des choses plutôt binaires et arbitraires comme « les filles et les femmes font des régimes et les garçons et les hommes mangent sainement ». Mais en fait, ce que je constatais, c'est qu'ils faisaient exactement la même chose que les filles et les femmes. Ils ne le formulaient pas de la même manière et ils avaient toujours la justification pour expliquer pourquoi ils faisaient les choses qu'ils faisaient, pourquoi les anxiétés qu'ils avaient n'étaient pas celles des filles et des femmes. Pourtant, beaucoup de ces anxiétés étaient très similaires, peut-être dans une direction différente, comme les garçons s'inquiétaient de ne pas être assez grands ou de ne pas être assez musclés. Donc les préoccupations peuvent être différentes, mais elles sont toujours liées au corps. Les garçons et les hommes étaient très anxieux à propos de leur corps et travaillaient dur pour atteindre un corps normal particulier. Les hommes vont réagir différemment à ces messages sur la beauté du corps, la santé et toutes ces choses. Ils subiront l'impact différemment et ils travailleront sur leur corps différemment. Cela dit, je pense qu'il existe de nombreuses preuves. Si vous regardez les constructions médiatiques du corps masculin, l'aspect musculaire, le corps mince, c'est une idéal très convoité. Et beaucoup d'hommes et de garçons travaillent dans ce sens. Ils s'efforcent de se muscler, de perdre de la graisse, d'obtenir les fameuses tablettes de chocolat et un corps tonique. Et ces corps sont bien sûr très difficiles à atteindre. Ils demandent beaucoup de travail, beaucoup de temps et d'efforts et de consommation. Bodies to achieve, and they require a lot of work and a lot of time and effort and consumption.
Je pense que c'est tellement ancré en nous. Tu sais, j'ai l'impression que d'un côté, c'est presque devenu un automatisme parce que c'est tellement là depuis longtemps, la culture des diètes en parallèle avec la norme sociale de minceur qui entretient ce désir-là d'être mince, que je pense que ça fait partie un peu de nous, de nos valeurs comme société, de toujours avoir un petit peu ça en trame de fond, d'essayer d'atteindre un certain idéal corporel, que ce soit la minceur, la jeunesse, ça dépend un peu des modes. Et ça, c'est un automatisme maintenant, mais il y a des sociologues aussi qui s'intéressent au culte du corps à travers les époques et je trouve que c'est super intéressant aussi parce qu'on voit que c'est comme ça maintenant, mais c'est comme ça depuis toujours. Le modèle de corps a changé selon les époques, mais il y a toujours eu dans la société à certains moments une espèce de morphologie ou de type de corps qui était plus valorisé ou qui avait une valeur qui était jugée supérieure aux autres. Chaque corps est donc unique, par nature. Mais alors comment faire pour aller à l'encontre de cette hiérarchie des corps et mieux respecter la diversité corporelle qui nous entoure? Andréane Dufour-Bouchard, puis Sarah, proposent de commencer par changer notre langage. Je pense qu'individuellement, de réfléchir à nos propres préjugés, de réfléchir à notre propre relation avec le corps, l'alimentation, l'activité physique, peut-être aux commentaires qu'on a reçus dans notre enfance, notre entourage, comment il était, est-ce qu'on a été victime de stigmatisation, ça peut nous aider un peu à comprendre notre propre référent et comment ça peut se transmettre aussi autour de nous. Donc, je pense que de réfléchir à ça, c'est une belle première étape. De s'éduquer, de s'informer, parce que souvent, ça vient pas d'une mauvaise intention, mais ça vient de certaines croyances qu'on avait, de certains sujets qui ont évolué, la science a évolué, donc de prendre le temps de s'informer auprès de sources crédibles aussi, parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui circule par rapport à la question du poids, donc de s'assurer de s'informer auprès de sources crédibles, d'avoir de l'information judicieuse qui va nous faire évoluer aussi au niveau de notre mentalité. On peut faire attention aux commentaires sur le poids. Ça, je pense que c'est quelque chose de très concret qui entretient beaucoup cette norme-là de minceur, qui entretient beaucoup les préjugés. On a tellement tendance à commenter le poids des autres, c'est tellement banal, tu sais, c'est un peu comme devenu la deuxième météo, là, le sujet du poids, mais ça a des impacts négatifs parce que ça entretient toujours le culte de la minceur, l'idée que c'est mieux d'être mince, que c'est pas correct d'être gros. Et là, avec la pandémie, on a beaucoup parlé de poids aussi, on va bientôt retourner au travail. C'est sûr que l'apparence d'une personne, ça se voit tellement facilement que c'est tentant de commenter, c'est normal d'avoir le goût de le faire, mais l'idée que j'aurais envie d'envoyer aux gens, le message, c'est retenez-vous, tournez votre langue cette fois, prenez le temps de réfléchir avant de commenter parce que ça a un impact négatif. Que ça soit qu'on commente en bien ou en mal, il y a un impact dans les deux sens, dans le fond. Il y a des gens qui vont avoir perdu du poids avec la pandémie. Peut-être parce que tout à coup, ils ont eu plus le temps de cuisiner, de bouger. Peut-être qu'ils ont été vraiment anxieux. Peut-être qu'ils ont fait une dépression. Peut-être qu'ils ont eu un trouble alimentaire. On ne sait pas la raison de la perte de poids d'une personne. Donc, on a tendance à vouloir féliciter la perte de poids souvent parce que dans la société, c'est très valorisé de maigrir, mais il faut faire attention à ça parce que la personne peut se dire « Oh, mon Dieu, ça veut dire que si je reprends le poids perdu, ben je serai plus correct » ou ça veut dire qu'avant, j'étais pas correct. Ou la personne à côté qui trouve qu'il a pris un petit peu de poids mais qui entend nos félicitations va se dire « Oh mon Dieu, moi, il faudrait que je maigrisse aussi parce que c'est vrai, j'ai pris du poids, puis regarde, l'autre personne se fait valoriser parce qu'elle a maigri. » Donc, de faire attention aux commentaires qu'on fait, autant sur les gens qui ont maigri que sur les gens qui ont pris du poids, parce que ça entretient les préjugés. Donc, je pense que l'idée, c'est de vraiment d'essayer de s'intéresser à la personne. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis contente de te voir. De miser sur les moments aussi où est-ce qu'on est content d'être ensemble plutôt que juste sur l'apparence. Et c'est important de se rappeler qu'on peut pas, juste en regardant une personne, en connaître plus sur son état de santé, sur ses habitudes de vie. Et ça, c'est des raccourcis qu'on a tendance à faire des fois, même sans le vouloir, presque sans y réfléchir. C'est tellement automatique qu'on associe mince en santé, gros, mauvaise santé. Mais une personne mince peut manger vraiment mal, une personne grosse peut manger super bien, mais juste en la regardant, on peut pas le savoir. Donc, d'essayer de retenir ces commentaires-là, puis d'en profiter pour se refaire une petite mise à jour de nos connaissances ou de nos croyances là, pendant qu'on est en train de réfléchir et qu'on commente pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Tu sais, ces réflexions qu'on peut se faire très spontanément de « Oh, mais t'as maigri, toi » ou de « Oh, mais t'as pris du ventre, hein » ou de « Ah, t'as pas l'air bien, t'es pâle ». Ça, ce sont des réflexions qu'on se fait naturellement, mais moi, si c'était pas mon expérience que j'ai eue comme social worker, où j'ai été formée ici au Canada quand je suis arrivée, où j'ai eu des formations qui démontrent l'impact psychologique et psychiatrique que nous pouvons avoir, nous, en recevant ce genre de réflexion, tu ne peux même pas imaginer. Il y a même des cas
très très graves qui peuvent aller jusqu'au suicide juste par rapport à des réflexions. Nous, on nous a enseigné ça pour nous apprendre à, tu sais, comment se comporter, comment faire face à certaines situations. Mais il y a des gens fragiles dans la vie. Et puis toi, tu peux passer, dire un mot, dire à la personne qu'elle a grossi ou qu'elle a maigri. Si ça se trouve, la dame là ou le monsieur, il se morfond. Si ça se trouve, il est super complexé. Si ça se trouve, il sort pas de son lit. Peut-être que c'était la première fois pour lui depuis longtemps qu'il a mis le nez dehors. Donc tout ça, c'est nous devons vraiment réfléchir à ça et puis se questionner et se mettre à la place des gens. Vraiment, très sincèrement. Dans les autres épisodes d'Autres regards, on a parlé de l'importance des mots, l'importance de pouvoir décrire qui on est. Mais comment nommer certaines personnes et leur corps quand les mots pour se décrire sont vus comme péjoratifs, sont teintés de préjugés? Gabrielle Lisa Collard et Sarah nous parlent du poids des mots. Gros, c'est ultra connoté. On nous apprend que c'est une insulte, puis on l'utilise contre nous comme une insulte, mais honnêtement, je pense que c'est une des premières étapes du processus de s'affranchir de la grossophobie. Pour moi, en tout cas, ça a été de me réapproprier ce mot-là, puis d'y enlever son pouvoir en enlevant toute l'espèce de sous-texte, en fait. Puis c'est pas un fait, c'est comme je te disais tantôt, quand on entend gros, on entend laid, on entend malsain, on entend paresseux, on entend indésirable, on entend indiscipliné, etc. Alors que gros, ça veut juste dire que ton corps a plus de gras dessus ou qu'il y a du gras dessus, tu sais, puis être gros, en fait, c'est moralement neutre. Puis je pense qu'il faut intégrer cette notion-là avant de pouvoir être à l'aise avec le mot. Puis aussi, je pense que c'est pas une mauvaise chose de pas l'utiliser willy-nilly avec n'importe qui parce que c'est pas tout le monde qui a la même relation à ce mot-là, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui se le sont fait dire comme une insulte puis qui sont encore mal à l'aise. Fait que je pense que c'est un truc qu'on est encore à la phase où on devrait probablement demander à quelqu'un si c'est OK qu'on utilise ce mot-là. Mais personnellement, je l'utilise at large. On peut l'utiliser pour parler de moi. Puis ça a vraiment pu... ça a plus l'emprise que ça avait avant. Tu sais, je suis grosse, c'est un fait, puis je suis vraiment correct avec ça. Fait que je pense que c'est surtout qu'il faut justement... Tu sais, c'est juste un qualificatif neutre, en fait, comme grand, petit, ou... Puis même si on dirait d'une maison qui est grosse, puis personne va être genre... On dit pas ça, tu sais. Fait que c'est pas intrinsèquement une mauvaise chose. C'est pas comme inhéremment négatif, mais ça l'est devenu avec le temps. Fait que je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut faire attention, tu sais. Alors, surpoids, normalement, je dirais obèse, mais je déteste ce mot. Parce que c'est un terme médical. Je déteste quand une personne qui n'est pas du corps médical utilise ce mot. Donc, moi, je dis surpoids. Et puis, oui, je le suis parce que c'est mon IMC qui le détermine. C'est pas moi, malheureusement. Donc, médicalement, oui, je le suis. Et puis, esthétiquement, ça peut être c'est une question existentielle, ça. Les dictats de la beauté ont changé, d'accord. Alors, je sais pas, moi, durant le Moyen-Âge, c'était moi la norme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les femmes n'étaient pas en surpoids. Mais maintenant, si on considère les mensurations idéales de notre ère, oui, je le suis. Mais si j'avais vécu dans une autre époque, j'aurais été vénérée. Et puis même, tu sais quoi, il y a certaines tribus là qui vénèrent les femmes rondes en Afrique, dans certaines. Donc oui, moi j'aimerais bien faire un tour et me sentir pas en surpoids. Mais je pense aussi, c'est par rapport aux idées que j'ai, aux idées, tu vois. C'est ça mon élément de comparaison. Si j'étais, par exemple, née dans une culture où il y avait que des gens comme moi, j'aurais répondu autrement. Alors oui, on est le produit de notre société. Moi aussi. Oui, moi-même, je suis le fruit de ma société. Donc moi-même, au final, j'ai des préjugés sur moi-même. Mais c'est pas vraiment des préjugés, c'est comment on nous a enseigné, ce qu'on nous a reflété. Voilà, l'image qu'on nous a reflétée de soi et puis de l'autre. Mais comment aller au-delà de ces idées reçues et du regard de l'autre? Pour Andréane Dufour-Bouchard, la première étape est de se réconcilier et d'accepter son corps tel qu'il est.
C'est très important de pas juste baser notre valeur sur notre apparence physique. C'est sûr que ça occupe une grande place dans la société actuelle, mais justement, on a trop appris à penser à notre corps en termes d'objet, de paraître. Mais on oublie souvent l'être, tout ce qu'on est capable de faire à cause de ce corps-là aussi, notre personnalité. Quand on aime quelqu'un, c'est rarement juste pour son apparence, c'est beaucoup pour ses qualités, pour comment on se sent quand on est avec cette personne-là. Donc, de pas oublier ça des fois quand on devient un peu trop critique envers notre propre corps, puis de penser à nous, qu'est-ce qui fait qu'on apprécie quelqu'un? C'est beaucoup plus sa valeur comme personne que son apparence physique. Et aussi le corps, justement, ce qui nous permet d'accomplir, des fois, c'est une autre façon d'apprendre un peu à se réconcilier avec notre corps. On vit notre vie, on fait des choses, on est en amour, on voyage, on a des loisirs, on travaille, on élève des enfants, on donne la vie. Tout ça, c'est notre corps qui nous permet de le faire, peu importe notre poids. Donc, des fois, d'essayer de se reconnecter avec ce que notre corps nous permet d'accomplir et d'en prendre soin dans l'optique de pouvoir faire les choses qu'on aime le plus longtemps possible, en meilleure santé physique et mentale possible, ben, ça peut être une autre manière un peu d'essayer d'avoir une relation plus positive avec le corps et de se détacher justement de cette norme de minceur, de cette culture des diètes-là. L'acceptation de soi, c'est pas de tout à coup complètement s'aimer chaque seconde de notre vie et être un petit peu fleur bleue ou irréaliste dans tout ça. C'est pas nécessairement d'aimer tout de son corps non plus. Tu sais, on peut apprendre d'abord à ressentir une certaine neutralité parce qu'il y a des gens qui vont tellement détester leur corps qui sont même pas dans l'idée de penser de l'aimer. Ils sont plus dans l'idée de juste cesser de le détester ou plus d'être neutre par rapport à leur corps. Donc, juste de vivre notre vie sans toujours penser à aimer ou pas aimer notre corps, ça, c'est comme une première étape. Après ça, ben, on peut essayer d'apprendre à voir son corps aussi dans sa globalité. On n'aime pas toute notre personnalité, nos amis, c'est la même chose de notre corps, mais globalement, est-ce qu'on aime notre corps, même s'il y a certaines petites parties qu'on peut moins aimer? Ça aussi, tu sais, c'est d'avoir des attentes un peu plus réalistes par rapport à ça. S'accepter, c'est pas toujours facile et c'est vraiment aussi d'accepter des fois de faire des deuils parce que quand on a tellement travaillé fort pour atteindre un certain corps, ben il faut faire le deuil de ce corps-là des fois. Il faut faire le deuil de tous les efforts qu'on a faits qui ont été vains. Il faut faire le deuil de peut-être avoir le corps qu'on pense qui va plaire à la société, à son conjoint, qui va nous amener la promotion de nos rêves. Il faut faire le deuil du contrôle qu'on a, puis accepter qu'on se lance un petit peu dans le vide parce qu'on essaye quelque chose qui va être différent. Mais je pense que c'est des deuils qui valent la peine d'être faits parce que ça nous ouvre après ça à un univers où il y a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'inclusion, beaucoup moins de préjugés et ça va nous faire du bien à nous comme personnes si on réussit à se rendre là. Encore là, c'est un cheminement à faire. Ça veut pas dire que ça ne sera pas parsemé d'embûches, qu'on n'aura pas des réflexes de régime ou de culte du corps qui vont réapparaître et ça serait normal en fait. Mais je pense que ça vaut la peine de le faire. Pour nous, comme je disais, mais ça peut même valoir la peine de le faire aussi pour les autres qui nous entourent, parce que si on arrête de faire des commentaires sur notre propre poids qui sont dénigrants, les gens autour de nous aussi qui entendent moins ces commentaires-là peuvent se dire, OK, ben c'est correct, tu sais, le poids, c'est peut-être pas si grave finalement, ou cette personne-là, elle avait tendance à faire des commentaires sur son poids, maintenant, elle n'en fait plus. Moi aussi, je vais faire comme elle. Ou même pour nos enfants, parce que on est des modèles pour les enfants souvent sans le savoir même, mais quand on accorde une importance tellement grande à l'apparence, quand on se valorise juste pour ce qu'on est extérieurement, plutôt que ce qu'on est intérieurement, ben les enfants vont apprendre ça aussi, puis finalement, ils vont vivre un peu où ils vont traîner le même fardeau que les adultes. Donc, moi, je trouve que ça serait une belle motivation aussi, si pour nous-mêmes, peut-être que des fois, c'est pas assez grand, de penser aussi à la société de demain, aux enfants, pour essayer de faire en sorte qu'eux aussi vivent dans une société plus inclusive, où est-ce qu'ils n'auront pas toute cette pression-là, où est-ce qu'ils vont manger, bouger pour le plaisir, pour leur bien-être, mais pas juste toujours dans l'optique de contrôler leur corps. J'espère qu'il y a des jeunes qui sont en train de m'écouter là maintenant, parce que c'est vraiment la période la plus difficile quand on doit se forger une personnalité. Donc j'espère qu'il y a des jeunes qui m'écoutent pour ne pas qu'ils aient à souffrir. Tu sais, comme moi, j'aurais aimé ne pas souffrir ces quelques années de ma vie. J'aimerais tellement leur dire que on s'en fout. C'est le mot qui me vient. Je sais que c'est pas très conventionnel, c'est pas. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout de comment vous êtes. Il faut juste vous aimer. Sentez-vous libre, tout simplement. C'est très important. Sarah, elle, a appris à s'aimer entièrement avec grande fierté. Les gens vont peut-être croire que je suis prétentieuse, mais moi, je me trouve belle. Donc, c'est pas un effort que je fais. Je me trouve belle malgré mes formes. Et j'ai même pas le droit de dire malgré. On est belle. Toute femme est belle. Elle a une beauté en elle. Il faut juste savoir l'exploiter.
Tu comprends? Il y a des femmes qui sont belles parce qu'elles ont de beaux yeux expressifs, comme les tiens. Tu comprends? Des femmes qui sont belles parce qu'elles sourient. Des femmes qui sont belles parce qu'elles s'assument. Peu importe la forme de beauté. Mais moi, pour moi, c'est pas un effort. Il n'y a pas de recette magique parce que je me suis toujours appréciée, en fait. Et c'est ça le secret. C'est ça. Il faut vraiment s'aimer. En fait, ça peut être une phrase bateau parce qu'on l'entend souvent. Mais il faut juste vraiment s'asseoir et vraiment réfléchir à ça. Ça, c'est mon corps, c'est lui qui m'accompagne au quotidien. Pourquoi je vais être méchante avec mon corps? Pourquoi je ne vais pas l'aimer? C'est lui qui me supporte. Et puis, il me supporte vraiment, tu sais, pour de vrai. Il supporte ce poids. Pourquoi je vais être méchante avec lui? Non, ça, c'est faux. Peu importe la différence, elle est là. Et puis, c'est nous. C'est moi. Je pense qu'il y a quand même maintenant une certaine aisance que les femmes ont un petit peu pris leur marque et puis qu'elles se sentent un peu plus libres. Ça, c'est très, très important. Et puis, j'ai participé aussi à une expérience. Pour moi, c'était une expérience pour justement être représentée, comme tu dis. J'avais une amie à moi qui a fait l'école des beaux-arts en Algérie et puis elle devait participer à un vernissage, exposé, voilà. Et elle m'a proposé un thème qui était très, très intéressant. Peut-être qu'il va être choquant quand je vais le dire comme ça. Mais le thème, c'était, moi je l'ai compris tout de suite, c'était trouver la beauté dans la laideur. C'est fort, mais c'était très profond. C'est-à-dire pour casser vraiment ces idées reçues par rapport à la société, que tel ou tel corps est laid. Alors voilà, elle montre la beauté dans la laideur, mais dans l'esprit de la société, pas dans le sien ou dans l'absolu. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, j'ai posé pour mon amie qui était peintre. Nani, je sais qu'elle va m'écouter, que je salue. Et puis, à ma grande surprise, c'était un franc succès. Tous les gens venaient puis demandaient c'était quoi ce tableau? C'était moi. Mais bon, moi, pas avec mon visage et tout. C'était vraiment... elle a fait un travail très artistique. Mais ça a suscité la curiosité et puis elle expliquait. Ça pouvait être moi en tant que femme ronde, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui est peut-être très grand ou une autre personne de taille petite. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que des initiatives comme celle-ci accélèrent aussi les choses. C'est par rapport à ça que j'ai évoqué cette petite expérience. Des initiatives par-ci, par-là permettent aux gens de prendre conscience. Parce que parfois, tu sais, les gens, ils font pas ça méchamment. C'est juste qu'ils sont conditionnés, c'est juste qu'ils ont ils sont habitués à avoir certains modèles ou à ne pas sortir de leur zone de confort. Ça aussi, c'est une zone de confort que de voir des gens différents autour de soi. Et puis, parfois, il faut juste sortir de cette zone de confort, essayer de voir l'autre comme il est et de l'accepter. C'est très, très important. Mais pour ça, il faut que la personne s'accepte d'abord. C'est vraiment presque mathématique, tu sais. Ça ne marche jamais si la personne ne s'accepte pas. Comme le dit Sarah, il faut habituer les gens à changer leur regard sur les corps. Valoriser la diversité corporelle et lui donner de l'espace, notamment en langue française, c'est ce qui avait poussé Gabrielle Lisa Collard à créer un blog en 2016, intitulé 10 octobre. Elle y parlait de grossophobie et de représentation avec toute une communauté qu'elle a créée autour de ce blog. J'ai commencé à lire le travail de d'autres fat activistes aux États-Unis, puis surtout en anglais, dans le fond, aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans le monde, qui parlaient différemment ou qui parlaient en fait alors de l'expérience d'être grosse ou d'être gros, puis qui en parlaient de manière plus neutre ou positive que la narrative à laquelle moi j'avais accès, c'est-à-dire qu'être gros c'était une terrible chose qu'il fallait changer, qui était notre faute, etc. Puis c'était du travail que je trouvais super intéressant, de l'activisme que je trouvais très intéressant. Puis j'avais envie en fait que ce contenu-là soit disponible en français. Puis je me plaignais que ça le soit pas. Puis ma meilleure amie m'a rappelé qu'écrire c'était mon travail, donc je pourrais m'en occuper. C'est comme ça que j'ai commencé à le faire en fait, pour essayer de faire circuler ces idées-là qui moi me faisaient beaucoup avancer puis qui m'aidaient pour essayer de les rendre disponibles en français. Longtemps avant 10 octobre, je sentais déjà que il y avait quelque chose d'injuste dans l'image qu'on me renvoyait des grosses personnes. C'est pas quelque chose que je trouvais me représenter ou représenter ma réalité. C'était toujours fataliste, toujours pathologizé. Puis
même l'image, ce qu'on me disait sur les grosses personnes, sur leurs habitudes de vie, sur comment elles vivaient, ça me ressemblait pas. J'avais des amis, j'avais une vie sexuelle, je m'alimentais bien, j'étais heureuse, je me trouvais belle. C'était comme, je comprenais pas, je me reconnaissais nulle part en fait. Fait que je voyais bien qu'il y avait comme une déconnexion entre l'image qu'on me renvoyait des grosses personnes, dans les médias notamment, mais aussi comme dans mon entourage, puis ma réalité. Fait que ça m'est arrivé d'adresser ça un petit peu avant, mais c'était pas mon cheval de bataille du tout. Là, c'est vraiment parce que j'ai commencé à lire ailleurs du contenu qui était vraiment militant, que j'ai vraiment eu envie après ça de mettre l'épaule à la roue là, de mon côté. Ben, je pense que c'est un excellent exemple et je pense que ça montre à quel point chacun peut décider de faire changer les choses à sa manière. Gabrielle s'est pas dit « Oh mon Dieu, il manque de diversité corporelle, je me sens pas représentée », puis elle est pas restée dans cette espèce de déprime-là ou de constat-là. Elle a décidé de faire quelque chose pour faire changer les choses. Ça a inspiré beaucoup de gens, ça a contribué à faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui ont eu envie d'en parler aussi, que maintenant c'est plus la seule, qu'il y a de plus en plus de ressources. Donc je pense que ça montre à quel point chacun, on peut faire quelque chose. Peut-être que individuellement, on n'a pas un talent pour écrire ou qu'on n'ira pas dans cette branche-là de faire des blogs, mais on peut par exemple essayer d'être un allié pour quelqu'un qui fait des commentaires sur son poids, qui est pas bien dans sa peau, pour essayer de la référer vers certaines ressources. On peut essayer d'instaurer une politique dans notre milieu de travail pour dire les commentaires sur le poids, c'est non. On peut prendre nous-mêmes la résolution de pas commenter nécessairement toujours le poids et l'apparence des gens sur les réseaux sociaux, mais de valoriser d'autres choses parce qu'on veut adhérer à ça. Donc, je pense que ça montre à quel point c'est important d'agir pour ça, puis à quel point chacun, on a le pouvoir d'influencer, chacun à son niveau, chacun à son échelle, selon nos ambitions ou notre personnalité ou nos capacités, mais que tout le monde peut contribuer à ce changement social-là. À force d'en parler puis de réaliser tout l'impact en fait que cette identité-là que j'ai, puis surtout de cette vision-là que la société puis que le monde en général a de moi et me projette dessus, tout ce qui affecte dans le fond mon expérience du monde fait que maintenant le fait que je sois grosse, c'est un des traits vraiment les plus defining de mon identité, tu sais, pas nécessairement parce que ça, tu sais, c'est pas tellement intéressant au sens où comme ça définit pas qui je suis, mais ça définit vraiment mon expérience du monde. Fait que maintenant j'ai vraiment intégré ça comme une partie de moi que j'essaie pas de cacher du tout, puis au contraire que j'essaie de tout le temps reconnaître comment ça influence ma vie, tu sais. Fait que ça a beaucoup changé, le fait d'intégrer, d'accepter, puis à la limite de développer une fierté par rapport à cette identité-là. Puis j'ai trouvé aussi à travers ça une communauté vraiment, tu sais, comme je me rappelle que je me sentais vraiment toute seule avec ça au début, puis j'étais pas la seule. Les gens à qui je parlais avaient l'impression qu'ils étaient la seule grosse tout le temps. Puis à travers des octobre, puis les communautés comme qui se sont formées autour de ça par Internet, les gens que j'ai rencontrés, je réalisais en fait qu'évidemment, j'étais pas toute seule, tu sais, des gros, il y en a plein. Mais avoir un espace où se parler entre nous, tu sais, puis c'était ça aussi un peu l'esprit du blog, tu sais, je voulais que ce soit écrit par des personnes grosses, pas nécessairement juste moi, et pour des personnes grosses à propos de nos enjeux, tu sais. Fait que c'était pas un blog qui essayait de convaincre les personnes minces d'être gentilles avec nous, c'était vraiment un truc que je voulais qu'on parle de notre réalité, puis un espace où on peut parler du fait d'être gros sans, après ça, immédiatement se faire dire de maigrir ou qu'on est dégueu, tu sais, parce que cet espace-là n'existait pas. Changer notre regard sur la diversité et tous les différents corps qui la composent. Voir ces différences et apprendre à les aimer parce qu'elles sont naturelles. Pour ça, les médias, la culture et les réseaux sociaux ont également un grand rôle à jouer en termes de représentation de corps diversifiés. C'est quelque chose que je suis tannée de voir, I guess, c'est tout le temps la même chose. Comme encore là, tu sais, la blancheur, la minceur, la jeunesse, ce ne sont pas, tu sais, c'est pas la valeur par défaut de l'humanité. L'humanité est diverse par définition, elle va toujours l'être. Fait que j'aimerais, à l'écran, exemple, voir une société qui ressemble à la société dans laquelle je vis, tu sais. Parce que si tout le monde est invisibilisé, ce que ça envoie comme message, c'est qu'il y a juste un type de personne qui mérite d'être représenté, puis qui mérite qu'on raconte ses histoires, puis qui mérite qu'on le voit, puis qui mérite qu'on célèbre son succès. Je veux dire,
Je suis d'accord qu'il manque encore malheureusement de diversité et qu'on voit, même s'il y a beaucoup de progrès quand même qui s'est fait depuis les dernières années en termes de valorisation ou de représentation de la diversité corporelle, il y a encore beaucoup de personnes minces qui sont représentées dans l'environnement qui nous entoure, à la télévision. Quand on regarde les films pour enfants, les super-héros, c'est souvent des personnes qui sont assez correspondantes au modèle de beauté ou de minceur actuel. Encore une fois, dans les émissions, un peu partout dans les revues, il y a beaucoup de progrès, mais c'est encore important de continuer d'avancer dans cette direction-là. Je pense que les réseaux sociaux, on critique souvent les réseaux sociaux, mais il y a quand même eu un aspect positif, je pense, pour ça. Je pense que Gabrielle en parlait tout à l'heure aussi, tu sais, elle a eu son blog, mais il y a des groupes sur les réseaux sociaux qui se sont formés pour montrer encore plus de diversité corporelle, montrer différents types de corps. Donc, je pense que ça, c'est un pas dans la bonne direction aussi, mais je pense que ça devrait devenir le réflexe d'inclure la diversité corporelle partout, au même titre qu'on inclut la diversité culturelle beaucoup plus systématiquement maintenant qu'avant. Donc, je pense que c'est un pas qu'on devrait faire dans cette direction-là aussi, et de penser d'inclure des personnes grosses, pas juste dans une publicité, mais un peu toujours pour que ça devienne comme un peu la norme, mais d'inclure aussi ces personnes-là dans la conception de ces publicités-là, dans les réflexions autour de ça, parce que des fois, comme personne mince, il y a comme des angles morts qu'on a, des choses qu'on vit pas, qu'on voit pas, et que même si on est les meilleurs alliés de cette cause-là, on pourra jamais avoir le même vécu qu'une personne grosse qui a vécu certaines problématiques, certaines situations. Donc, je pense que c'est toujours important aussi pour s'assurer aussi de pas transmettre certains préjugés, parce que des fois, on veut bien faire, mais on a tellement des préjugés ancrés en nous qu'on s'en rend pas compte. Donc, de pas hésiter et de même avoir le réflexe justement d'intégrer des personnes issues de la diversité corporelle dans toutes les sphères de la société, autant dans les sphères de réflexion, de création, de décision, que dans les sphères plus publicitaires ou marketing ou de jouets ou peu importe. So I do think it's changed, and I do think it's intensifying. Je crois que ça a changé et que ça s'intensifie, à la fois dans le bon et le mauvais sens. Il y a des comptes sur Instagram qui défendent le mouvement Body Positive, donc on ne peut pas mettre tous les médias sociaux dans le même sac. Mais je pense que pour les jeunes, il faut savoir que même si vous ne postez pas activement sur les médias sociaux, vous êtes peut-être un consommateur passif et vous recevez toujours des messages sur ce qu'est un corps attirant, sur ce que signifie réussir, sur ce que signifie être heureux. Et même si vous ne faites pas partie de ceux qui postent activement, ce n'est pas comme si vous étiez immunisé contre ces messages non plus. Et ce n'est pas comme si vous pouviez simplement les éteindre et prétendre qu'ils n'existent pas. It's not like you can just shut it off and pretend it doesn't exist. Comme je sais même pas, je suis même pas capable de me projeter dans comme moi à un âge plus vieux, tu sais, moi à 50, 60, j'ai jamais vu ça. Comme une femme de mon body size, de mon style qui est plus vieille, il y a pas de visibilité, il y a pas de représentation de ça. Fait que c'est comme j'ai l'impression d'avancer un peu tout le temps dans le vide en n'ayant pas tellement de modèles. Puis j'avais ça quand j'avais 14 ans aussi, parce que des grosses, visibles, heureuses, il y en avait pas. T'sais, maintenant, il y en a. Fait que j'ai espoir que les personnes qui sont plus jeunes maintenant vont grandir avec comme un éventail de possibilités beaucoup plus grand. T'sais, mais si t'es comme moi puis t'as grandi dans les années 80-90, il y avait rien. T'étais un preppy ou t'étais un genre de whatever. On pouvait être une de deux choses. Là. C'était comme vraiment ça là, dans ce temps-là. Là. Même quand on est tout petit, on est exposé à cette image-là de modèle de beauté par les films, par les jouets qu'on a pour les enfants, et il y a beaucoup de stéréotypes, de préjugés qui sont transmis, encore une fois, de façon très insidieuse dans tout ça, sans nécessairement qu'on s'en rende compte. Donc, quand on pense aux émissions pour enfants, où est-ce que les personnes minces jouent toujours un peu le rôle de séduction, c'est eux qui ont les bonnes idées, c'est eux qui sont populaires, alors que les personnes grosses sont souvent représentées dans des rôles où c'est la petite personne gloutonne, ou bien c'est la personne qui est drôle, c'est l'ami, mais ça sera jamais l'amoureux ou l'amoureuse. Donc, ça renforce tellement de préjugés, de stéréotypes, et on y pense, je pense qu'on est de plus en plus conscientisé maintenant, mais reste que là aussi, c'est pas assez valorisé la diversité corporelle dans la diversité des rôles aussi qu'on attribue aux différents types de corps. Donc, je pense que comme annonceur ou comme personnes qui développons les films, ou on a tous un rôle à jouer là-dedans en réfléchissant d'abord à nos propres croyances et préjugés, parce que faut assumer qu'on en a, on vit dans cette société-là, faut pas avoir honte d'en avoir, mais il faut surtout en prendre conscience, parce qu'une fois qu'on le réalise, ben là, on peut essayer de changer les choses. Donc, est-ce que j'ai des préjugés? Est-ce que mes préjugés vont s'insérer dans le contenu que je développe et vont finalement renforcer certains stéréotypes sans que je m'en rende compte, ou
justement d'essayer de faire attention à ces stéréotypes-là. Donc, je pense que l'important, oui, c'est de représenter plus de diversité corporelle, mais c'est aussi de faire attention à la façon dont on utilise les différentes morphologies dans certains rôles qui sont un petit peu plus stéréotypés pour essayer justement de changer les associations qu'on fait entre mince égale séduisant, gros égale glouton, paresseux. C'est des préjugés qui sont toujours renforcés et qui contribuent à faire en sorte que les jeunes vont intégrer ces préjugés-là aussi. Malgré tout, Andréane Dufour-Bouchard fait le bilan de tous les progrès en termes de diversité corporelle. Elle et Gabrielle Lisa-Collard le soulignent encore une fois. Ouvrez les yeux. Regardez bien. La diversité des corps est partout autour de nous. Et on peut toutes et tous contribuer à la faire rayonner. Oui, depuis les dernières années, on voit vraiment qu'il y a une belle amélioration qui est faite au niveau de la représentation de la diversité corporelle, que ce soit des magazines qui retouchent plus leurs photos, qui prennent des mannequins de taille plus diversifiée, des magazines qui vont mettre sur les couvertures différents types de corps féminins, mais il y a aussi dernièrement eu beaucoup d'articles sur la diversité corporelle chez les hommes, parce que c'est une question aussi, l'insatisfaction corporelle qui touche les hommes, des fois on n'en parle pas assez. Aussi, plus de collections de vêtements qui offrent des tailles très élargies. Donc, il y a beaucoup de progrès qui se fait. Il y a beaucoup plus de dénonciation aussi d'initiatives grossophobes. Ça, c'est quelque chose qui est très bien aussi parce que ça prouve à quel point les gens sont conscientisés. Et si l'industrie y pense pas d'elle-même, les gens vont lui reprocher. Donc ça, je pense que c'est une motivation supplémentaire pour l'industrie de la mode, des médias, de la publicité, de faire attention à ce sujet-là parce que c'est rendu un enjeu de société et ça va leur faire perdre des consommateurs de demain, ça va leur faire perdre des ventes s'ils n'incluent pas de plus en plus la diversité corporelle dans leurs activités ou dans leurs produits. Et je pense que c'est important qu'ils continuent de le faire, que ce soit pour des raisons financières ou sociales. L'important, même si on aimerait ça que tout le monde le fasse parce que c'est de bon cœur, c'est que plus on va en voir, plus notre œil va s'habituer à voir cette diversité-là et plus ça va devenir normal et normalisé finalement parce que si on regarde dans la rue les gens autour de nous, on est habitué de voir différents types de corps, mais dans certains médias, dans certaines émissions, dans certaines plateformes, on n'est pas habitué et cet œil-là qui est toujours exposé au même genre de modèle, ben des fois, il réagit un petit peu quand il est exposé à d'autres genres de modèles, puis c'est important, c'est aussi qu'on le réalise de dire « Mon Dieu, on dirait que je suis pas habituée de voir ça, mais c'est bien, tu sais, ça m'a comme fait un petit choc, ça veut dire que ça dérange quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui change, ça veut dire que c'est bon finalement, donc d'avoir le réflexe là, d'essayer de faire évoluer cette norme-là encore et encore, même s'il y a des progrès, faut pas arrêter parce que c'est bien facile, je pense, de revenir en arrière si on arrête de faire des efforts pour ça. Je pense que les personnes qui désirent améliorer leur relation avec le corps, la nourriture ou l'activité physique disposent de ressources pour le faire. Certaines personnes peuvent juste avoir besoin de s'informer un petit peu, d'avoir un petit conseil, un petit truc. Donc, ça peut être des fois juste de parler à notre entourage ou de consulter des blogs ou des ressources crédibles qui peuvent nous fournir de l'information. Mais des fois, on peut se rendre compte aussi qu'on n'y arrive pas tout seul parce que ça fait longtemps qu'on suit des diètes, parce qu'on est très préoccupé par notre corps, parce que ça nous fait souffrir. Et à ce moment-là, ben, je pense que ça peut être bien de consulter justement des professionnels de la santé reconnus comme des nutritionnistes, des psychologues qui vont pouvoir nous aider, nous outiller pour travailler sur la relation avec le corps, la nourriture, l'activité physique et des fois nous donner comme une nouvelle paire de lunettes pour voir autrement les choses parce que des fois on est tellement pris dans notre façon de voir les choses qui est influencée par la culture des diètes, par le culte de la minceur qu'on oublie qu'il existe une autre façon aussi de voir. Donc je pense que dans ce cas-là, ça peut être super intéressant de consulter et je pense que ça peut être très bien dans le fond pour essayer de changer notre relation avec le corps et avoir une vie finalement qui va être plus épanouissante. La diversité corporelle est un fait, tu sais. On en parle comme si c'était un mot à la mode, mais en fait, c'est juste la réalité, tu sais, puis qu'on doive l'adresser, puis qu'on doive en faire une espèce de projet de société est un peu déprimant quand même, parce qu'en fait, tout ça, on doit le faire pour désapprendre un mensonge, soit que la minceur, la blancheur et genre la jeunesse, à la limite, sont la valeur par défaut, tu sais, fait que moi, en fait, je suis pas issue de la diversité plus que n'importe qui d'autre. On est tous divers. C'est juste qu'on nous a appris qu'un type de personne, un archétype de personne était la valeur par défaut, puis tout le monde est autre. Fait que c'est ça. Je pense que la diversité, c'est juste la base, c'est juste la réalité, c'est l'absence de diversité qui est anormale puis qui est incorrecte pour moi, là, puis qui est pas la réalité, en fait.
On peut essayer aussi de se rappeler de notre valeur comme personne, de se rappeler que c'est correct d'être différent, que c'est normal d'être différent et que tout le monde devrait penser comme ça finalement parce que c'est ça la nature, c'est ça la vie, c'est ça la diversité corporelle. La diversité, il y en a partout. Pourquoi on devrait ne pas en avoir quand on est des êtres humains dans le fond? Alors, je pense que c'est toutes des manières où on peut tranquillement comme personne essayer de faire changer les choses et même de faire aussi attention au rôle de modèle qu'on joue, des fois les commentaires qu'on fait, les compliments qu'on fait autour de nous, aux jeunes qui nous entourent. C'est une façon aussi d'aider les générations futures à développer aussi un bien-être et à avoir une société qui va être plus inclusive pour eux. Merci à Andréane Dufour-Bouchard, Gabrielle Lisa Collard, Sarah et Moss Norman d'avoir participé à notre balado et de nous avoir parlé de la diversité corporelle dans cet épisode. Si vous l'avez aimé, si vous avez des questions, des commentaires, dites-le nous sur nos réseaux sociaux et allez nous mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute favorites. Autre regard est un balado de la liberté. Cet épisode sur la diversité corporelle a été écrit par Jean-Baptiste Gauthier et Morgane Lemay. Mehdi Bérédad était à l'enregistrement, Vincent Blé est à la conception sonore, au montage et au doublage de voix en français. Tanguy Marten et Abdelhamid Souissi sont à la conception visuelle et Sophie Gaulin à la direction. Ce projet audio a été rendu possible grâce à l'appui financier de Patrimoine canadien. C'était le dernier épisode de la première saison d'Autres regards. Vous pouvez retrouver les 10 épisodes de notre balado sur les diversités sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt!